Championnat de première division. Alors Frédéric Jaillant, nous n'allons pas présenter ces matchs dans l'ordre chronologique, ils datent de mercredi. Vous avez choisi de nous les présenter par série. Oui, d'autant qu'il y a eu pas mal de bulles, il y en a eu 26. Alors on a divisé en 3 catégories, celle des cavaliers seuls, comme pour Bordeaux, Marseille ou Auxerre, qui elles vont en poupe. Celle des matchs nuls un but partout, il y en a eu 4 des nuls sur ce score-là. Et puis celle des matchs dont il faut bien le dire, Roger, on n'a pas su trop comment les classer. On a trouvé quelque chose quand même. On va commencer par les cavaliers seuls. Marseille-Sochaux, Bordeaux-Brest et Auxerre-Caen. À Marseille, il n'y aurait sûrement pas eu de festival si cette erreur de Huard avait été exploitée par Crossi. Festival qui commence avec cette tête de Moser suite à un corner, comme d'habitude en somme. 1-0 pour l'OM contre Sochaux après 7 minutes de jeu, puis 2-0 2 minutes plus tard. Ouverture Waddle pour Papin et Monsieur Véniel qui accorde un pénalty aux Marseillais. Pénalty transformé par Papin. 2-0 après donc 9 minutes de jeu. Puis 3-0 encore 2 minutes plus tard, soit après 11 minutes. Centre d'Amoros, repris par Sauzet. Sans avoir eu le temps de dire ouf, Sochaux se retrouve donc mené 3-0. Extraordinaire début de match pour l'OM. Des matchs où ça sourit, où ça roule comme on dit. On a été réaliste devant, on a joué sérieusement. Pour nous c'est merveilleux. Et Marseille aurait pu mener 4-0 après un quart d'heure de jeu. Il s'en faut de bien peu sur ce lob de Bernardet. Peu importe qui c'est qui marque, je crois qu'il y en a qui sont faits pour ça et d'autres pour courir et puis pour faire marquer les autres. Je crois que je fais partie de cela. Ce quatrième but, il vient à la suite d'une nouvelle action de Manuel Amoros. 10 minutes avant la mi-temps, un centre intercepté de la main par Sylvestre. Deuxième pénalty et deuxième but de Papin. 4-0 pour l'OM, mais juste avant la pause, répétition de la première action du match, à la différence que Laurent Crossi, cette fois, marque. Marseille ne mène plus que par 4 buts à 1. Deuxième période, on retrouve Amoros, on retrouve Papin. Troisième but pour l'avant-centre de l'équipe de France, qui en ajoute un quatrième à 2 minutes de la fin. L'OM bat donc Sochaux 6 buts à 1. Quant à Jean-Pierre Papin, 4 buts dans un match. C'est la première fois que cela lui arrive depuis qu'il est en France. Chapeau JPP. 4 buts aujourd'hui, 0 hier. Bon, ben, je crois que le sort est peut-être comme ça, il faut l'accepter. À Bordeaux qui recevait Brest, tout ne fut pas si simple. Il ne reste en effet que 5 minutes à jouer en première période quand Pardo trouve Denbor, but de l'attaquant néerlandais, 1-0 à la mi-temps. Puis 2-0 à un quart d'heure de la fin du match. 1-2 entre Olsen et Lizarazu. Ce dernier, seul devant Barabé, marque ainsi son premier but en première division. Moment que n'oubliera jamais ce jeune joueur, l'une des révélations du début de championnat. C'est vrai que ça faisait plus longtemps que j'espérais marquer un but parce que bon, j'étais souvent dans des positions d'attaque et c'est une émotion qui est difficile à définir. Je pourrais pas le définir, c'est impossible. À 2 minutes de la fin, cette remise de la tête de Denbor permet à Ferreri de marquer le dernier but. Bordeaux bat Brest 3-0. Bordeaux ne jouera pas le titre, ça c'est une certitude. Bordeaux, s'il reste sérieux, très concentré, peut rester dans le groupe de tête et peut jouer pour une place européenne. À Auxerre et toujours sur la lancée de la qualification en Coupe d'Europe, tout commence avec un but refusé. Face à Caen, centre de Vailleroy et hors-jeu peu évident du Hongrois Kovacs. En tout cas, M. Poulain ne valide pas ce but, alors qu'en revanche, il va accepter celui qui vient. Cette fois pourtant, le hors-jeu paraît absolument indiscutable. Celui de Darras qui amortit avec la poitrine avant que Chifo ne marque le but. La partie était commencée depuis 1 heure à la fin du match polémique lancé par Robert Nouzaret, l'entraîneur de Caen. Surpris un peu du changement radical d'attitude de l'arbitre d'une mi-temps à l'autre. Est-ce que Giroud est intervenu à la mi-temps? Son comportement peut le laisser présager. Je pense que Giroud c'est quelqu'un que je respecte par le fait qu'il fait beaucoup de choses ici, mais je crois qu'on lui permet trop par rapport à ce qu'on ne nous permet pas à nous. Je ne pense pas du tout. Nous avons eu un but refusé d'entrée. Il s'est passé pas mal de choses. Les 3 buts ont été marqués à 70 mètres de moi. C'est plutôt lui qui était assis derrière le juge de touche. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu influence. Et en plus, j'ai pas marqué de but ce soir.
En tout cas, 8 minutes après le premier but, la victoire est dans la poche pour les joueurs de Giroud, car ils obtiennent un pénalty transformé par Enzo Scifo. 2-0, puis 3-0 score final. Le dernier but est marqué à 10 minutes de la fin. Belle combinaison sur le côté gauche du terrain entre Scifo et Vairua. Le centre de ce dernier est repris par Kovacs. Auxerre bat Caen 3-0. Le coup de chapeau, nous avons décidé avec l'équipe de Téléfoot de l'attribuer aujourd'hui à Enzo Scifo. Pourquoi Scifo? Eh bien tout simplement parce qu'avant lui, Auxerre ne se trouvait pas et que depuis qu'il est arrivé, l'AGIA n'a pas perdu un match et s'est même qualifié pour le premier tour de l'UEFA. Par ailleurs, et ce n'est que justice, Scifo vient d'être rappelé en équipe nationale belge. Alors coup de chapeau à Scifo et puis à celui vers lequel il se tourne actuellement, son entraîneur Giroud. Il n'y aura pas de semelle cette semaine, pas de vilain geste, pas de déclaration déplacée, le monde du football est resté sage, tant mieux, et pourvu que ça dure. Championnat, deuxième épisode de la 8e journée avec une étrange série de matchs nuls sur le score de 1 but partout. Nantes, Lyon, Nice et PSG n'ont pas réussi à faire la différence sur leur terrain. Commentaire Jean-Michel Larquet. L'an passé déjà, Nantes sur son terrain de la Beaujoire avait concédé 9 matchs nuls. Et voici l'équipe de Blažević sur les traces de son record. Pourtant, juste après la demi-heure de jeu, sur un débordement de Loïc Amis, Joël Henry a pris un large crochet et pied droit, armé son pied gauche, direction pour le ballon la lucarne de Rust. Ressurgissait alors le syndrome du Canari. Notre équipe a beaucoup de problèmes au moment quand il mène 1-0 ou même 2-0. Il y a une certaine crispation qui est provoquée par un désir qu'on conserve ce résultat. Et bien sûr, cette crispation nous empêche énormément pour développer notre jeu. Une crispation dont va profiter Montpellier pour prendre son premier point à l'extérieur à la suite de ce corner, tête de Laurent Blanc, oublié par une défense quelque peu romantique. Au contraire de Nantes, Nice l'an passé en début de saison tout au moins faisait la loi au stade du Ré. Une bonne habitude qui est en train de se perdre. Nadon, le gardien de Lille, utilise ses mains hors de la surface de réparation. Il croit avoir évité le pire. Pas du tout. La frappe banane de Roger Ricord met les Aiglons sur la piste d'envol. À Nice, on croit avoir fait le plus difficile, oubliant que les Lillois avaient arraché la victoire l'an dernier, suite à une balle à terre consécutive à une panne de courant. Premier avertissement sur ce tir de Périlleux sur la transversale. Et en seconde période, regardez bien, il semble que ce soit Abedi Pelé et non un défenseur qui trouve Sauvager en position de hors-jeu. Faute de Morisseau. Discussion du même Morisseau. Rien n'y fait, le pénalty est réussi par Vandenberg. Soulagement pour Lille qui n'avait plus pris un point depuis la deuxième journée. Quant aux Matraciens redevenus de simples pingouins, chaque match est une lutte pour la survie. À ce petit jeu, Olmeta joue les leaders. Chaque occasion aussi est jouée à fond. Ginola pique son ballon pour Fernier, seul joueur en mouvement, demi-volée et 6e but du pied droit et pas sur pénalty. Pour les Gones, 2 petits coups de pouce du destin. D'abord sur l'égalisation de Barré, il semble que Kabongo ait gêné la sortie d'Olmeta et que le ballon ait touché sa main droite. Et second coup de pouce sur les essais successifs de Placido. À la suite de ce raid de Lima, tout cela sous le regard d'un Raymond Domenech privé de banc de touche par la commission de discipline. J'ai besoin là de parler, d'habitude je finis les matchs en roué, mais là j'ai l'impression d'être sans Gérard Orphelin. Une équipe, il y avait l'équipe qui se battait en bas, et moi là-haut, tranquillement assis dans ma tribune, devant un verre. Il manque quelque chose au métier d'entraîneur dans cette situation. Bis repetita entre le Paris Saint-Germain et Toulon, le 11 février 89, Courbis et Bell
avait fait échec à Ivic et Suzic. Mercredi, Batz a d'abord eu très chaud sur ce raid de Colo et cette balle d'Anziani. Anziani que l'on retrouve devant ses buts. Énorme mésentente avec Pister. Christian Pérez n'en croit pas son pied droit. Et pas mal non plus l'égalisation de Toulon. Premier dégagement manqué de Janol. Reprise de marquer un ex-parisien. Et fausse queue du même Janol pour un 4e 1-1 qui, paraît-il, sera à la mode cette saison. Selon vous, Christian Pérez, le score de 1 but partout sera le plus fréquent à l'avenir dans le football? Oui, les équipes se valent, il y a de très bons recrutements et puis tactiquement on est beaucoup plus au point que ce qu'on pouvait l'être les années passées, donc je crois que ce sera beaucoup plus fréquent. Vous êtes des fidèles de TF1, alors vous vous souvenez peut-être de ce reportage qu'avait fait Anne-Sophie de Christophe sur le succès de 2 éducateurs. Ils avaient obtenu ce succès grâce au football dans une petite cité des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, la cité Besson. Ce reportage a obtenu un prix dans un concours appelé le Micro d'Or. Jusque-là, tout est normal, étant donné la grande qualité du travail d'Anne-Sophie. Mais là où cela devient un rêve, c'est que lorsqu'on apprend que Francis Borrelli, qui appartenait au jury de ce prix, a décidé d'inviter cette équipe de jeunes pour 3 jours à Paris, avec le Paris Saint-Germain. Histoire d'un rêve cette semaine, Anne-Sophie de Christophe. C'est rare de venir ici au Parc des Princes. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent aller au Parc des Princes, c'est tout. Hein. C'est bien, c'est tout. En pénétrant dans le Parc des Princes, les enfants de la cité Besson marchaient comme sur une autre planète. C'est timidement et avec une infime précaution qu'ils découvraient un espace jusqu'alors inaccessible. Pour eux, les murs de leur cité ont toujours quadrillé le quotidien. Ici, on compte près de 5000 habitants et 60% de chômage. Il y a 4 ans, 2 éducateurs sportifs mettent en place une section football. C'est cette expérience que Francis Borrelli a voulu valoriser en invitant 15 enfants à Paris. Pourquoi il vous a invité? Je pas posé la question. Tu vas lui poser la question? Non, non. Il nous a invités, c'est déjà ça quand même. Ça sert à rien de lui poser la question. La prise de contact il y a 4 mois ne fut donc pas un simple feu de paille. Aujourd'hui, le président est là, donne de son temps pour accueillir les enfants. Vous me gênez en m'interviewant parce que j'ai presque envie que ça ne se sache pas. Ce que je fais, je vous répète, c'est spontané. J'ai envie de donner. J'ai une grande joie à donner. Vous savez, la main qui donne est souvent plus heureuse que celle qui reçoit. Alors, c'est un vieux proverbe oriental. Moi, j'aime donner. Qui va gagner ce soir? Match nul. Installé dans les gradins du parc pour la première fois de sa vie, on a vu et vécu en direct un match de division 1. Anzani vient de mettre la tête. PSG reprend le ballon par Pérez. Qu'est-ce que c'est ça? Il passe à Calderon, à Bibar. Centre en l'air, c'est une gardien. Pourquoi pour le PSG? Mais ça, il n'y a pas de problème. Mercredi soir, sur la pelouse du parc, on comptait quelques joueurs supplémentaires. Pendant 90 minutes, on a mémorisé tous les gestes. Tu crois que c'est facile, la vie de footballeur? Non, c'est pas facile. Le lendemain, ils attendaient l'entraînement des professionnels. Ils n'ont eu droit qu'aux stagiaires, mais quand on a reconnu Daniel Bravo, on avait déjà oublié ce qu'on avait vu la veille. Tu le voyais à la télé, maintenant je le vois devant moi. Est-ce que tu le trouves pareil qu'à la télévision? Ouais, au match il est plus sérieux, je vois. Sérieux? Vous restez avec nous, car après cette page de pub, nous verrons la suite des matchs de la 8e journée de championnat. Nous retrouverons Michel Platini en direct de Clairefontaine avant Norvège-France. Et puis nous aurons un rendez-vous avec le football étranger et plus particulièrement avec le championnat italien. Le Milan contre Lazio, Bologne contre l'Inter. A tout de suite. Ce devrait être décapant. Dimanche à 19h, c'est Bedos qui commente. L'actualité de la semaine, bien sûr, la Colombie et la drogue, les incendies dans le Midi, les déclarations de l'église polonaise, les remous dans la gendarmerie et dans l'armée française. Mais j'ai bien envie de demander aussi à Guy Bedos ce qu'il retient de cet été, qu'il nous fasse un peu sa revue de presse personnelle. Guy Bedos, à 7 sur 7, je crois que ce sera une rentrée plutôt ténique. Guy Bedos, Anne Sinclair, 7 sur 7 sur la une.
Voilà, j'espère bien qu'il apportera son commentaire sur le transfert de Maradona. Il nous reste les 3 derniers matchs de la 8e journée du championnat de France, dont 2 ont offert la possibilité aux mêmes joueurs de marquer 2 buts. Coup d'œil en 2 minutes sur Mulhouse-Saint-Etienne, Toulouse-Metz et Cannes-Monaco avec Marianne Macot. Toulouse commençait à avoir une réputation de spécialiste des matchs nuls. Il recevait Metz qui s'offre cette première nette occasion. Gérald Passy inquiète ensuite sur coup franc. Mais Aigné, une fois de plus, offre une ouverture à Bénédet. Il y a du but dans l'air. Mais le score est de 0-0 à la mi-temps. Dès la reprise, Passy encore sur coup franc. Cette fois-ci, ça passe. À un quart d'heure de la fin, Gérald Passy va s'amuser un petit peu, dos au but. Tentative de retourner. Et en fin de match, Passy en redemande. L'appel de balle bien apprécié puisqu'il marque son second but de la soirée. Score final 2-0. Le public a retrouvé son chouchou malmené l'an dernier. Ce qui a changé, c'est qu'en tout cas je suis plus blessé. Ça c'est déjà une réalité. Je crois que physiquement je reviens bien et je crois que ça c'est un peu l'explication. Mulhouse sans Sliskovic va subir sa première défaite à domicile. Coup franc de Vitschge pour Saint-Etienne, reprise de Thibeuf et bel arrêt réflexe. Vitschge encore vise le point de pénalty. Un contre de la défense, mais derrière il y a Fournier pour reprendre 2 volets. Arrêt une nouvelle fois. Et ce sont les joueurs de Mulhouse qui vont inscrire le premier but par Kerncevic à la mi-temps 1-0 pour Mulhouse. Au retour, Daguéville centre pour Vitschge encore et Étienne Mendy reprend et marque son premier but parce que le second suit 3 minutes derrière. Il profite d'une mésentente Stojkovic-Pichot pour le marquer. C'est la première victoire de Saint-Etienne à l'extérieur. Cannes-Monaco et un coup franc de Fury pour un superbe arrêt d'Ettori. Il s'agissait aussi du premier match de Luis Fernandez au stade de Coubertin. Score 0-0. Cannes est temporaire, mais je crois que ce soir aussi on a joué une bonne équipe de Monaco. Sur notre tableau de marche, il nous manque peut-être un point, mais avant le match de la Coupe d'Europe, c'était très important de ne pas perdre. Les gardiens de but sont des joueurs de tête et ce sera l'objet de notre insolite de la semaine avec 3 sorties de la tête réussies par des gardiens. Vous allez pouvoir les suivre durant la 8e journée. La première réussie par Robin Huck, qui sort donc de la tête une première fois. Deuxième tentative. Et là, deuxième réussite. Alors Nadon à Nice avec Lille ne veut pas être en reste et lui aussi va réussir la première. Mais la deuxième, ce sera un petit peu différent dans l'autre mi-temps, puisque alors là, il est obligé de boxer hors de la surface de réparation. Et la même aventure est arrivée à Borelli, qui lui n'a pas pu s'arrêter non plus. Et le coup franc qui a suivi, rassurez-vous pour lui, n'a rien donné. En vous signalant que la 9e journée de championnat est programmée pour samedi, bien entendu, avec entre autres Toulon-Bordeaux, RP1 PSG, le derby, alors que Monaco-Marseille sera repoussé. Voyons maintenant le plus beau but et le plus bel arrêt de la 8e journée sélectionné par Frédéric Jaillant. À Nantes, le centre en retrait de Loïc Amis est idéal pour placer un équipier en position de tir. Justement, voilà Joël Henry. Il fait mine de frapper du droit. Devant lui, le défenseur de Montpellier joue le contre. Quand il retombe, il est battu. Le Nantais peut l'esquiver. À la sortie du crochet, cette fois, il frappe vraiment et du gauche. But marqué avec la tête et les 2 pieds. Nous avons bien aimé également ce coup franc de Gérald Passy. Mais si les coups francs donnent parfois de jolis buts, ils peuvent aussi amener de superbes arrêts. Pour nous, voilà celui de la semaine, du beau travail, signé Jean-Luc Ettori. Au classement, après cette 8e journée, Bordeaux reprend seul la tête. Marseille s'accroche avec le PSG à la 2e place. Toulon conserve sa 4e place et belle remontée de Saint-Etienne de la 12e à la 9e place. Dans le bas du tableau, les écarts demeurent très serrés avec un joli peloton à 7 points. Et Brest, qui reçoit Cannes la semaine prochaine, doit à tout prix l'emporter pour ne pas être décroché. Au classement des buteurs, Papin retrouve une place qu'il aime bien, la première, grâce à ses 4 buts marqués face à Sochaux. Le nombre de spectateurs est, disons, plus que correct avec une moyenne de 16 000 à peu près. Quant au nombre de buts, il est également très satisfaisant. 26 buts, on en demande. Et puis si vous voulez tout savoir sur la D1, la D2, la D3, vous faites 3615, code TF1. Mardi soir à